Bien, bonjour à toutes et à tous. Car le moment véritablement dangereux n'est pas celui où meurt le dernier témoin, mais l'avant-dernier. Nous en étions arrivés là la semaine dernière, à force de confronter la solitude de l'historien à ces trois formes narratives de l'expérience que j'avais fini par nommer et qui constituaient le titre de la séance, fable, témoignage, idéologie. Je ne reviens pas d'emblée sur les implications méthodologiques d'une telle articulation entre texte et contexte ou entre morphologie et histoire. Je le ferai sans doute chemin faisant, car je souhaite pour l'heure traverser sans tarder cette question à l'aide d'un concept plus tranchant ou plus aisément mobilisable, qui est celui de l'exemple ou de l'histoire exemplaire. Qu'est-ce que l'histoire exemplaire ? Un petit peu la question que je voudrais poser aujourd'hui. Elle est censée, cette question, ne plus nous concerner directement, puisque l'épreuve de modernité consiste ou consisterait en ce changement de régime d'historicité qui passerait par l'affaiblissement d'une expérience du temps dominée par l'autorité du passé, expérience par laquelle l'histoire se rend maîtresse de nos vies en guidant nos conduites par l'exemple de précédents illustres et vertueux. Telle est la fameuse déclaration cicéronienne du De Oratore, selon laquelle l'histoire est le flambeau de la vérité, lux veritatis, l'âme du souvenir, vita memoriae, et magistra vitae, c'est-à-dire à la fois la maîtresse et l'oracle de notre vie. Celle donc qui guide et qui, au fond, la conduit par avance. Et cette puissance, effectivement, narrative de conditionnement par avance du texte de nos vies, c'est de ça dont je voudrais parler. Est-il d'ailleurs certain que nous en ayons fini avec elle ? Je veux dire avec l'histoire exemplaire. Je ne sais pas trop si cette croyance relève de la fable ou de l'idéologie. J'imagine en tout cas qu'elle résulte d'une lecture un peu hâtive des travaux de Reinhard Koselleck et de François Hartog, et qu'elle est en tout cas aveugle à la diversité des usages de l'histoire. Parce que qui ne voit aujourd'hui que l'histoire exemplaire connaît un regain d'intérêt, y compris chez celles et ceux, surtout d'ailleurs chez celles et ceux qui veulent l'armer comme un contre-récit de, disons, l'idéologie dominante. Tandis que les sciences sociales pensent, ou travaillent à penser par cas, la littérature contemporaine traque des vies minuscules. Pierre Michon sera ici après-demain, ou infâmes, précisément parce qu'elles sont inexemplaires, précisément parce qu'elles ne s'offrent pas à l'imitation, qu'elles ne prétendent pas réguler nos conduites ou nous enseigner à bien faire. Autrement dit, et je cite ici Marielle Massé, bien des formes modernes de la culture reposent sur la remontée à l'exemplarité de ce qui n'est pas destiné à être exemplaire, mais qui le devient précisément par sa protestation de singularité. Cette protestation, ce petit fracas d'histoire, c'est aussi un surplus d'histoire qui ne se laisse pas circonscrire par une série d'enchaînements, d'emportements, mais qui toujours les déborde. Et la forme de ce débord, c'est la perplexité herméneutique qu'il suscite, perplexité que l'on peut précisément appeler crise de l'exemplarité. Posons donc ici que cette crise ne date pas d'hier, mais qu'elle est au contraire une crise de longue durée. Et il faudrait donc, pour pouvoir le démontrer, repartir des travaux fondamentaux de narratologie, notamment l'article de Karl-Heinz Stirle, l'histoire comme exemple, l'exemple comme histoire, contribution à la pragmatique et à la poétique des textes narratifs, qui est paru en 1972 dans la revue Poétique, qui part donc logiquement de la notion aristotélicienne d'exemple
qui, dans la rhétorique, est un type de preuve, quel que soit d'ailleurs son caractère historique ou fictionnel, Stirle démontrant que sa signification tangible ne se fonde, je parle de l'exemple, que dans la répétition. L'exemple nomme un ensemble formé par la situation et l'issue de la situation, qui par son retour constant dans l'histoire possède une signification générale. En ce sens, un seul témoin ne suffit pas. L'exemple n'est pas un exemplum. Il est probant s'il montre les conséquences inévitables de telle ou telle décision prise dans une situation donnée, en posant une analogie, sinon constante, du moins suffisamment répétée, entre situation initiale, décision et situation finale, issue de la décision. Ça veut dire que ce n'est pas un texte qui peut conduire nos vies, mais sa lecture répétée et sa recréation par des lectures répétées. Et c'est précisément cette régularité qui entre en crise dès le XVIe siècle, avec Montaigne, avec Cervantes notamment. Et si la littérature perd de sa fonction dogmatique, ou simplement référentielle, c'est parce que l'exemplarité ne fonctionne que dans un système analogique, disons, supposant un rapport stable, du semblable au semblable, dans lequel nous ne sommes plus. Cette crise de l'exemplarité, nous y sommes en revanche peut-être toujours, mais elle n'est compréhensible que si on prend la mesure de la croyance humaniste dont je vais parler aujourd'hui, dans la puissance que nous avons appelée avec Yves Citon mythocratique des vies exemplaires, c'est-à-dire de ces vies fictives qui scénarisent par avance les conduites à venir de ceux bien réels, nous, à qui elles s'adressent. Dans un livre fameux intitulé Writing from History, Timothy Hampton, en 1990, tentait de comprendre comment la littérature humaniste avait donc ainsi écrit par avance l'histoire de son temps. Telle est la puissance de l'exemplarité. Je le cite, « En mettant en avant les hauts faits d'une figure exemplaire, les textes de la Renaissance offrent à leurs lecteurs l'image d'une subjectivité, le modèle d'une âme ou d'une personnalité idéale qui servent de médiateur entre un idéal de vertu civique et la conception que le lecteur a de son individualité. » Et, dès les premières pages, il part d'un exemple, et c'est cet exemple qui va nous arrêter aujourd'hui, que je vais essayer, au-delà de la simple amorce de Hampton, d'exemplifier. C'est l'assassinat du duc de Milan, Galeazzo Maria Sforza, le 26 décembre 1476, dans une église, Santo Stefano, à Milan, par 3 conjurés, dont l'un, le plus jeune, Girolamo Oliati, l'un des 3 tyrannicides, avoue, lors de son interrogatoire, avoir agi en lecteur zélé, mettant ses pas dans des traces très anciennes, vestigia imitando, refaisant, au fond, le geste que lui adressait à lui seul, à lui directement, les pages que Salluste consacre à la conjuration de Catilina. Je rappelle que cet épisode de l'histoire romaine de 63 avant notre ère est surtout célèbre pour la postérité littéraire qu'il suscite, puisqu'il donne le premier rôle au consul Cicéron. C'est un complot politique qui visait à la prise de pouvoir par le sénateur Catilina, qui est contrecarré par un sursaut républicain qui s'exprime justement dans les 4 fameux discours politiques de Cicéron, les catilinaires, et ce sursaut républicain, vous savez qu'il est de courte durée, en 60 se forme secrètement le premier triumvirat César Crassus Pompée, en 58 Cicéron est contraint à l'exil, et c'est après l'assassinat de César que l'historien romain Salluste, en 43 ou 42 avant notre ère, narre de manière relativement distanciée d'ailleurs cet épisode de la crise de la République, qu'il a vécu alors qu'il avait 23 ans et qu'il est lui-même engagé dans la mouvance politique des populares, mais jamais au premier plan parce que
Par exemple, il déteste Cicéron. Donc, de toute façon, la conjuration de Catilina, ce n'est pas tyrannicide mode d'emploi. C'est de toute façon un texte extrêmement complexe et qui est évidemment ambigu. Mais c'est ça, effectivement, la tradition lettrée. Ça ne nous lègue pas des mots d'ordre, mais une collection de problèmes, une collection de dilemmes. Donc, lire, ce n'est pas savoir ce qu'on doit faire, c'est effectivement s'interroger sur le devenir de son action. Tout le monde a lu la conjuration de Catilina, écrit par Salluste. C'est Machiavel qui parle. Tout le monde a lu la conjuration de Catilina, écrite par Salluste. C'est Machiavel qui parle dans le livre 3e de ses discours sur la première décade de Tite-Live. Oui, mais comment on les a lus? D'après les travaux récents d'Étienne Rousiès, on conserve 780 manuscrits médiévaux, ce qui est beaucoup, de Salluste. C'est quand même un des best-sellers. Pour l'essentiel, la conjuration de Catilina, la guerre de Jugurtha et les invectives contre Cicéron. On en voit beaucoup, on en trouve beaucoup dans les catalogues des bibliothèques milanaises, et c'est d'ailleurs un humaniste milanais, Candido de Cembrio, qui retrouve à Rome en 1455 l'unique témoin manuscrit des histoires de Salluste et des épîtres à César, dont les humanistes avaient appris depuis Pétrarque à pleurer la perte. Cette redécouverte réoriente un peu le canon sallustien, mais globalement, on lit Salluste au Moyen-Âge et encore au XVe siècle pour apprendre le latin, l'art rhétorique et la morale. Mais la morale vient avec la langue. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une politisation de la réception de Salluste au XVe siècle où on va trouver un contenu idéologique plus appuyé. C'est le cas notamment de l'humaniste Stefano Porcari, qui est épris d'idées républicaines, qui appuie déjà sa révolte armée contre le pape en 1453 sur la lecture de Salluste et de Cola di Rienzo, dont on parlait l'année dernière, à Stefano Porcari. Les révoltés romains sont souvent des lecteurs emportés. Et donc, c'est l'insurrection qui vient par un livre. Et par un livre, effectivement, dangereux. Nous sommes également, avec Girolamo Oliatti, dans ce cas, le roman d'un lecteur, mais d'un lecteur sauvage, comme le Menocchio décrit par Ginsburg, impétueux, qui fait effectivement du livre une lecture orientée, fragmentaire, fautive. Car Salluste ne manifeste pas de sympathie pour le tyrannicide. Donc, cette action est an act of reading, c'est l'acte de lire. C'est écrit d'emblée Timothy Hampton, c'est-à-dire une certaine interprétation de ce qu'on a lu ou de ce qu'on nous a fait lire. C'est la question du médiateur, on va y revenir. Le fait d'être agi par ce que l'on lit est effectivement une intrigue humaniste qui renvoie à notre propre croyance de lettré. Il suffit pour s'en convaincre de réfléchir à la prégnance de ce paradigme qui explique par exemple le succès public d'un livre comme Quattrocento de Stephen Greenblatt, traduit en français en 2013. Greenblatt est un éminent professeur de littérature anglaise, spécialiste de Shakespeare, qui a fait du motif de l'enquête le cœur de son récit et qui raconte comment un humaniste, le Poge, cherche en 1417 à retrouver un manuscrit du De Natura Rerum de Lucrèce et l'historien enquête sur cette enquête avec un art narratif que j'admire et sans croire vraiment en son intrigue, puisque l'auteur le présente lui-même ainsi, le présent ouvrage est le récit de la façon dont le monde a dévié de sa course pour prendre une nouvelle direction. Et comment a-t-il dévié de sa course, le monde? Ni par une bataille, ni par une conquête, ni par un concile, ni par un drapeau planté sur une terre du Nouveau Monde, non,
parce que, je cite encore Greenblatt, parce qu'un jour, un petit homme affable, vif et malin, frôlant la quarantaine, a vu un très vieux manuscrit sur l'étagère d'une bibliothèque, a compris la portée de sa découverte et ordonné que ce manuscrit soit recopié. C'est tout, mais c'est suffisant. Pour croire que c'est tout, mais que c'est suffisant, il faut avoir effectivement une foi michonienne dans le fait que le texte peut fracasser nos vies en y entrant par effraction, et que le monde entier s'en trouve proprement dévié. Alors la puissance du livre de Greenblatt, c'est que, évidemment, même si sur le plan érudit, par exemple Pierre Vesperini a montré que de toute façon il y a une réception de Lucrèce très ancienne, et que ce n'est pas la découverte d'un manuscrit dans une bibliothèque qui vient brutalement non seulement changer la vie de celui qui le lit, mais changer la vie de tous ceux autour de lui. Évidemment, la puissance, je dirais, narrative, proprement narrative, de cette l'énergie de la fable, comme je dirais, c'est que cette idée du monde qui dévie de sa trajectoire, non seulement elle élargit au collectif une expérience que nous chérissons individuellement en tant que lettrés. Nous lisons un livre et tout est bouleversé, et donc, dont il est par conséquent très difficile de se déprendre. Mais en plus, cette intrigue, elle est en conformité avec son objet, puisque Lucrèce est le grand poète, le grand philosophe de la déviance, ce clinamen, cette déclinatio, cette inclinatio, qui effectivement fait dévier nos vies, qui fait que la liberté est possible, qui fait que le temps est possible, qui fait que le monde est possible. Tout ça, c'est évidemment la puissance du poème de la nature de Lucrèce. Mais l'événement qui nous arrête aujourd'hui, l'assassinat du duc de Milan Galeazzo Maria Sforza en 1476, j'y reviens, noue donc de manière serrée expérience et narration. Alors, la principale source de cet épisode, c'est un historien, Bernardino Corio. Il est né en 1459 dans une ancienne famille de la noblesse milanaise. Sur son berceau, enfin en tout cas au moment où il est baptisé, il est né en 1459, eh bien, le futur duc Galeazzo Maria Sforza, mais aussi Chico Simonetta, Roberto Sanseverino furent ses parrains. C'est un humaniste. Il a rédigé des vies de César sur le modèle de Suétone. Il a poursuivi et amplifié le De Viris Illustribus de Pétrarque et celui de Boccace, mais sa grande œuvre, c'est l'Historia Patria, achevée en 1503, qui narre en 12 volumes l'histoire de Milan, des origines à la chute de Ludovic le Mort. Et en 1476, il a 17 ans, donc, et voici 2 ans qu'il est entré à la cour comme cameriere di camera, comme chambellan de chambre, donc, qui est au plus proche du prince, au plus proche de ce service princier, et cette proximité, évidemment, lui permet de jouer de tous les ressorts de la dramatisation, parce que le 26 décembre, le duc de Milan va sortir de sa chambre, où est Bernardino Corio, va prendre le cheval, va se rendre à Santo Stefano, et c'est là où il se fait assassiner. Et on est embarqué avec le duc depuis son lever. Et évidemment, Bernardino Corio ralentit l'allure de sa narration, parce qu'il sait qu'on connaît la fin de l'histoire. Alors il pose un suspense. Voici donc un prince qui hésite à sortir du château, qui interprète les signes de mauvais augure. Il se souvient à présent qu'il y a quelques jours, il chassait, il y avait 3 corbeaux qui virevoltaient au-dessus de sa tête lors d'une partie de chasse à Abbiategrasso, et qui n'a pas réussi à les tuer avec son arbalète. Bon, est-ce que j'y vais pas? Bien entendu, on peut analyser historiquement
dans cette scène, y compris le recours à la pronostication. C'est à Milan que sont attestés les premiers jeux de tarot qui sont peints au milieu du XVe siècle, que l'on rassemble sous le nom générique de Tarot Visconti Sforza, et qu'on a nommé alors justement les trionfi. Monica Azzolini, dans un livre récent publié à Harvard sous le titre The Dukes and the Stars, a montré qu'il y avait un rapport très étroit entre l'astrologie et la culture politique à Milan au XVe siècle, et particulièrement sous Galeazzo Maria Sforza, donc entre 1466 et 1476, que non seulement les prédications annuelles des astrologues de la cour à Milan étaient des instruments de propagande, mais que le rapport entre astrologie et médecine faisait de la superstition du prince Galeazzo Maria Sforza ce 26 décembre 1476, au moment où son biographe et camérier sait qu'il va à la mort, un enjeu politique. Mais ce qui m'intéresse davantage dans la description de Bernardino Corio, c'est plutôt sa puissance narrative, qui marque alors la porosité entre les genres historiographiques et romanesques. Il hésite à sortir, il a un mauvais pressentiment. Alors, le lecteur dit, vas-y, je sais pas, de toute façon, on sait comment ça va se finir. Il décide finalement qu'il a trop envie d'entendre les chanteurs de sa chapelle, mais il embrasse ses deux jeunes enfants, 6 ans et 7 ans, de manière un peu appuyée. Il ne sait pas comment s'habiller, il fait froid le 26 décembre. Est-ce que je vais mettre cette petite cotte de maille ? Ah oui, ça serait bien. Ou cet habit élégant en satin cramoisi doublé d'une fourrure de zibeline. Alors on est comme à Guignol. Non, pas le satin, on va te tuer. Non, la cotte de maille me grossit un peu, je choisis finalement la zibeline. Bon. Et pendant ce temps-là, vous voyez, je parle de la puissance de narration. Pendant ce temps-là, les conjurés se préparent. Ils sont 3. Giovanni Andrea Lampugnani, Carlo Visconti et le plus jeune qui nous intéresse, Girolamo Oliati. Giovanni Andrea Lampugnani, le chef de la conspiration, le voilà, il décrit aussi par Corio, qui frappe une figurine de bois à l'effigie du duc habillé de brocardeaux d'or avec la furie d'un taureau. Donc, pendant ce temps-là, lui, il se prépare. Le voici à nouveau qui, avec ses 2 conjurés, oblige un prêtre à leur administrer l'hostie coupée en 3 et aspergée de leur sang. Ça, c'est quand même un petit peu plus douteux, extorqué sous la torture, qui fait effectivement de la conjuratio un sabbat. Mais on voit que chacun a des raisons particulières, évidemment, d'en vouloir au prince. Carlo Visconti, le deuxième, du Conseil de justice de Milan, veut venger l'honneur de sa sœur violée, et Giovanni Andrea Lampugnani, le chef de la conspiration donc, issu lui aussi d'une grande famille de juristes et d'officiers de haut rang, ayant accès à la cour, était en conflit avec le duc pour des affaires immobilières. Mais quand on fouille un peu, on voit aussi que c'est le neveu de l'un des chefs de file de la République ambrosienne, cette parenthèse républicaine entre 1447 et 1449, et que son oncle avait été décapité en mai 1449. Donc il est aussi porteur de cet héritage politique qui est une mémoire familiale, et Oliati, lors de son interrogatoire, eh bien, raconte comment les conjurés se rendirent au petit matin à la basilique Sant'Ambrogio pour y répéter leur serment avant de passer à l'acte et se recueillir devant une image de Saint Ambroise, qui, à ce moment-là, effectivement, doit leur donner du courage, le patron de la ville de Milan, mais qui, à ce moment-là, effectivement, désigne, au fond, cette puissance de mobilisation. Et c'est donc, bon, on le sait, au filtre ambrosien que passe cette idéologie républicaine qui est bien le sous-texte de ce contexte de l'Italie princière. Voilà. Puisque toute l'histoire
je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais j'en tirerai sans doute les conséquences la semaine prochaine, c'est comment, au fond, cette Italie de la troisième tiers du XVe siècle est une Italie princière, mais dont, au fond, l'idéologie est tout entière républicaine. Et comment, effectivement, ces deux réalités ne peuvent qu'entrer en contradiction. Et cette contradiction, c'est évidemment le lecteur, le plus jeune, qui l'exprime. Girolamo Oliatti est lui aussi d'une famille très estimée, mais il est le plus jeune, il n'a que 23 ans, et lui, en tout cas, sous la torture, ne dit rien d'autre que « j'ai agi par idéal républicain ». Sous la torture, attention, c'est là où ça commence à devenir compliqué, parce que c'est le dernier à parler, voilà, le dernier témoin. Donc on est dans la situation qui est dangereuse, en tout cas au moins pour l'historien. On ne peut pas confronter son témoignage. Et en plus, ce témoignage, on ne l'a pas directement, on l'a au filtre, là encore, de la réécriture, 30 ans après quand même, de Bernardino Corio. Alors, les historiens considèrent effectivement que Corio, homme de cour, a eu accès à ces archives judiciaires que nous n'avons plus, et considère le témoignage de Oliatti comme la source de cette histoire, mais c'est quand même, vous en conviendrez, une source indirecte. En tout cas, ce qui passe effectivement à la postérité, c'est l'histoire d'un homme de lettres qui passe à l'acte et qui avoue son meurtre en citant ses sources, en disant ce qu'il a lu. Il cite deux épigrammes de sa composition, l'un pour Giovanni Andrea Lampugnani, pour lui dire que la mort est acerbe, mais la renommée est éternelle, et l'autre contre Galeazzo, ce que mille phalanges n'auraient pu faire. Et là encore, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces juges tentent de lui faire admettre qu'il a agi non pas directement en lisant des textes qui lui ont échauffé la tête républicaine, mais en ayant écouté la parole d'un mauvais maître. Là encore, c'est assez caractéristique de tout appareil répressif. Il cherche le mauvais sujet, dirait un psychanalyste, ou le mauvais maître, c'est-à-dire le leader qui ne peut être qu'un intellectuel. Et en l'occurrence, on le connaît, c'est Nicola Caponi, detto dit le Colamontano, qui est un pédagogue humaniste bolognais de haut vol, qui enseignait les lettres latines, qui a ouvert d'ailleurs l'une des premières imprimeries milanaises, et qui fut à la cour de Milan avant d'être banni en mai 1475 pour critiquer de plus en plus ouvertement le gouvernement de Sforza dans des épigrammes qui lui ont été attribués, soit qu'il les ait écrits, soit plus probablement qu'il se soit agi d'une machination des agents ducaux qui en profitèrent pour le jeter en prison, pour le fouetter publiquement en place publique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir au fond que les juges cherchent à faire dire à Girolamo Oliatti qu'au fond, il n'a pas lu directement la conjuration de Catilina par Salluste, mais que c'est Colamontano qui lui a fait lire. Or, c'est impossible puisque Colamontano est parti de Milan 16 mois avant le 26 décembre 1476. Mais ce qui est intéressant et au fond assez embarrassant dans cette histoire que je suis en train de vous raconter, c'est la complicité objective et qui est constamment dans l'histoire contemporaine vérifiée, la complicité objective entre cette croyance lettrée que les livres renversent le monde et la certitude des pouvoirs répressifs qu'effectivement, il y a des livres dangereux et qu'il faut les trouver, et qu'une fois qu'on les a identifiés, qu'on a nommé le mauvais maître, eh bien, on a le fin mot de l'affaire. Le duc sort de son château. Il fait froid, il est anxieux, il n'a pas mis sa cotte de maille.
Et puis, de toute façon, il est détesté. C'est le fils du condottiere Francesco Sforza qui avait pris le pouvoir en 1450, qui avait imposé un nouvel ordre princier tout en ménageant prudemment les intérêts des élites urbaines. À sa mort en 1466, la seigneurie de Galeazzo Maria Sforza, c'est justement un passage à l'acte d'un prince arrogant, cruel, brutal, caractérisé par une surenchère terroriste dans la cruauté. Et là encore, la chronique se déchaîne. On dit que Galeazzo Maria Sforza a empoisonné sa mère. On dit qu'il a cloué Pietro Drago sur son cercueil. On dit qu'il a tué un braconnier en lui faisant avaler un lièvre non écorché avec sa fourrure. Ce sont des traits qui sont caractéristiques de la novellistica. C'est un exercice du pouvoir qui, effectivement, exalte, au fond, la puissance narrative du fonctionnement de l'État. Cette cruauté, c'est d'ailleurs sa femme qui en parle le mieux, sa femme délaissée, Bona di Savoia. Dès le mois de juillet, elle écrit au chanoine Celso Maffei à Rome pour réclamer au pape Sixte IV l'absolution des péchés de son mari. Une lettre assez drôle d'ailleurs, je vous la conserve, elle est d'ailleurs conservée au fonds italien de la Bibliothèque nationale de France, sous la cote 1592. La duchesse y dresse la liste des péchés du défunt. Elle écrit au pape. Alors elle dit, c'est vrai, il a agi comme un tyran, il a pillé des villes sans pitié, il a volé et extorqué ses sujets, il a négligé de pratiquer la justice, il s'est au contraire montré systématiquement injuste avec autrui, il a imposé des taxations illégales, y compris avec le clergé, il a commis l'adultère, le viol des vierges et des femmes mariées, il fut sodomite et coupable sans doute de tant de dépravations qu'elles sont trop nombreuses pour être énumérées, mais peut-être que si je m'engage financièrement à soutenir quelques hôpitaux et quelques monastères, le pape voudra bien purifier l'âme malheureuse de mon défunt époux de manière à ce qu'il accède au purgatoire. Là encore, on reconnaît cette puissance narrative de l'exemplarité dans la débauche, la cruauté, l'excès de pouvoir, et qui est contagieuse, qui s'épanche dans l'historiographie. L'infidélité du duc Galeazzo Maria Sforza était notoire, par exemple, et sa passion pour Lucia Marliani, qui était enceinte de lui au moment de sa mort, entra très vite dans la légende. Lucia Marliani, qui est un personnage du folklore milanais encore aujourd'hui, que Galeazzo Maria Sforza a fait comtesse de Melzo et Gorgonzola. Eh bien, figurez-vous que lors des travaux de restauration du presbytère de l'église Sant'Andrea di Melza, on a retrouvé un crâne dont les médecins légistes affirment qu'il porte des coups correspondant à ce que l'on sait de l'assassinat de Galeazzo Maria Sforza, et un article de Francesca Valienti en 2002 ouvre effectivement grand les vannes de la rêverie romantique sur la fougueuse maîtresse du duc qui récupère secrètement sa dépouille pour le ramener chez elle. Que peut l'historien face à une telle débauche d'histoire? D'abord, sans doute, calmer le jeu en caractérisant le moment politique. Si Galeazzo Maria Sforza songeait sérieusement à se faire reconnaître le titre de roi d'Italie, c'était bien pour révéler au grand jour et se faisant exposer, au sens de la montre et de la fragilité, une mutazione di stato dans le sens théorisé plus tard par Machiavel. C'est-à-dire que, désormais oublieux du passé communal de la ville, de l'équilibre social défendu par Francesco Sforza, dont il se voulait encore l'héritier, de ce sous-texte républicain qui forme l'armature idéologique du régime, le prince nouveau entend exercer un pouvoir délié de toute contrainte et de toute tradition, autrement dit, un pouvoir en voie d'absolutisation, un pouvoir
absolue au sens étymologique du terme. Il recompose la société politique autour d'un système de cour dont évidemment l'ancienne notabilité milanaise, dans lequel l'ancienne notabilité milanaise ne trouve pas sa place, et dans un des procès qui suit en février 1477, un conjuré, disons un complice des conjurés, Ettore da Vimercate, exprime bien ce sentiment qui est marqué par le deuil d'un prince qui leur réservait bonne compagnie et leur inspirait grand amour. Et il parle effectivement du père. Donc effectivement, on tue le fils en mémoire du père. La conjuration tente ici de rétablir un pacte rompu. Elle scelle par le sang du prince l'espoir d'une régénération de la proximité perdue. Très concrètement, par exemple, les Milanais reprochaient à Galeazzo Maria Sforza d'avoir quitté en 1467 l'ancienne Corte Ducale au cœur de l'espace civique pour se retrancher dans une citadelle suburbaine de la Porta Giova, représentant ainsi, au fond, la défiance politique qui heurtait la mémoire de la ville, qui déchirait son espace public, qui, au fond, imposait cette distance et cette défiance entre la cour et la ville, et en même temps, il est effectivement le grand agent de la curialisation de la société politique. C'est le moment où se développe la cour. Alors, les historiens adorent ça, parce que développement de la cour, ça veut dire des beaux manuscrits, ça veut dire de la belle musique, ça veut dire de l'art, voilà. C'est un des enjeux aussi qui va nous intéresser. C'est-à-dire que, bien sûr, ce moment-là est un moment glorieux. Pourquoi l'Italie a-t-elle tant produit d'art? C'est la question que je posais la semaine dernière avec Richard Goldsworth. Aussi pour ça, parce que cette surproduction, cette surconsommation, disons, dans les objets culturels, est une manière de compensation de l'illégitimité politique fondamentale. Et donc, ce développement de la société de cour, entendu effectivement comme institution qui se déploie autour du prince, comme groupe humain aux contours mouvants, mais aussi comme polarité urbaine, la cour du château, eh bien, effectivement, elle marque l'écart entre non seulement le prince et sa société politique, mais entre le prince et l'histoire de cette société politique. Précocité, par exemple, de la codification du système curial milanais. Les ambassadeurs milanais, lorsqu'ils sont, par contraste à la cour du roi de France Louis XI, sont toujours très surpris du caractère informel de l'entourage royal. C'est-à-dire qu'on accède comme ça au roi assez rapidement, alors que l'Italie est un pays d'escorte, est un pays de garde armée, est un pays où effectivement où la distance entre le prince et les sujets est en train de s'élargir, où l'écart se creuse et s'accuse. Et cette accusation de l'écart, c'est bien l'absolutisation du pouvoir. C'est pourtant le 26 décembre, désarmé, mais escorté de ses fidèles et de certains de ses princes alliés, que Galeazzo Maria Sforza quitte sa citadelle de Porta Giova pour parcourir les rues milanaises et aller écouter la messe du 26 décembre à Santo Stefano, au cœur de cet espace civique qu'on l'accuse de l'avoir délaissé. Et c'est effectivement cette transgression urbanistique qui est véritablement, je dirais, la clé de l'épisode, puisque c'est dans cette église, Santo Stefano, que l'attendent ces assassins. Le meurtre d'un seigneur dans une église. Et selon un plan d'action qui ménage une visibilité maximale à la scène, qui ne laisse aucune chance de survie aux conjurés, ce meurtre a une logique rituelle dont il convient
de décrire la logique spatio-temporelle. À Milan, on frappe en un certain lieu, ce centre civique déserté par des princes qui vivent désormais retranchés dans leur citadelle, et à un certain moment. Les fêtes de Noël avaient pris, durant la seigneurie de Galeazzo Maria Sforza, une importance essentielle dans le calendrier liturgique et politique milanais. C'était le moment où il recevait les ambassadeurs. À ce moment-là, il y en a 200. Et c'est pour cela que, voilà, on a la narration des... non, il n'y a pas 200 ambassadeurs, pardon, il y a 200 hommes à la cour, dont une vingtaine d'ambassadeurs, ceux de Mantoue, ceux de Ferrare, et c'est ce qui, effectivement, fait la caisse de résonance de l'événement. C'est à Noël qu'on rassemble ses clients, ses alliés autour de la personne ducale. C'est à Noël que se dénouent les conflits. C'est à Noël que se font et se défont les alliances, que se négocient les stratégies matrimoniales. Et le duc y impose la paix du prince. Le duc y est alter Christus, et c'est à ce moment-là, du point de vue anthropologique, qu'on va l'assassiner. Et évidemment, l'assassinat de Galeazzo Maria Sforza s'inscrit dans la longue durée du tyrannicide sacrificiel. Longue durée parce qu'on peut le mener du XIIe siècle, étudié par Robert Jacob dans un article fameux sur les meurtres des seigneurs laïcs et ecclésiastiques en Flandre, et qui montrait combien, au fond, l'homicide seigneurial était un sacrifice où le sang de la victime et celui de son meurtrier mêlent leur effet régénérateur. C'est une épreuve, au fond, dont la seigneurie sort toujours vivifiée, soit parce que c'est un mauvais seigneur qui est éliminé, soit parce que c'est un bon seigneur qui est martyrisé. Mais dans tous les cas, d'une certaine manière, le premier rôle est tenu par celui qui est sacrifié. Ce régicide sacrificiel, d'une certaine manière, il a une longue durée, parce qu'on pourrait le mener jusqu'au massacre du châtelain de Haute-Faille, dont Alain Corbin a décrit l'histoire en 1995, dans son magnifique livre Le village des cannibales, et où on montre que, d'une certaine manière aussi, les paysans, à ce moment-là, même si la perception de la violence a complètement changé, et même s'ils sont désavoués par la société dans laquelle ils étaient immergés, ces paysans, donc, je cite Corbin, n'avaient pas su dire autrement qu'en suppliciant l'ennemi la spécificité de leur représentation du politique. Et c'est donc la représentation du politique qu'il nous faut aller chercher dans cette histoire exemplaire. Si on revient à Santo Stefano ce 26 décembre 1476, ce qui se passe, l'événement a atteint maintenant la gloire historiographique parce que c'est un des épisodes de Assassin's Creed, donc je ne vais pas vous le décrire trop longtemps, mais enfin, c'est Giovanni Andrea qui porte le premier coup de poignard qu'il avait dérobé dans sa manche en s'approchant du prince, d'abord à l'aine, puis au cœur lorsqu'il s'affaisse. Son serviteur Franzone se précipite, ainsi que Oliati et Visconti. Chacun le frappe, 14 coups en tout, et Galeazzo Maria Sforza s'écroule dans son sang en criant « Io sono morto ». Dans le tumulte, l'ambassadeur de Mantoue croit voir courir 6 meurtriers, mais en fait, il n'y en a que 3, plus le serviteur. Giovanni Andrea boite, donc il est le premier à tomber, il se prend les pieds dans des vêtements liturgiques, il est immédiatement rattrapé, tué par la garde. Son cadavre est jeté dehors, atrocement mutilé, traîné dans les rues, pendu par les pieds à une fenêtre de son palais. Sa main est coupée, brûlée, clouée sur une colonne. Ce sera
le cas des 4 têtes des meurtriers qui seront juchés sur le Broletto de Milan, et les crânes seront encore visibles dans les années 1490, mais si le chef est pris tout de suite, les autres quelques jours plus tard, Franzone le 27 décembre, Carlo Visconti le dimanche 29 décembre et finalement Girolamo Oliati le 30 décembre. Et c'est pourquoi, effectivement, lorsqu'il parle, il est le dernier à parler. Et c'est le seul que l'on entend aujourd'hui. Tous sont torturés, interrogés, exécutés le mardi 2 janvier 1477. Au lendemain, de toute façon, du 26, le secret de l'État s'était refermé sur le système princier. Il y a d'ailleurs une institution pour ça, c'est le Conseil secret, qui avait supplanté le Conseil de justice. C'était ça aussi les ressorts institutionnels de la rancœur de Carlo Visconti. Un ambassadeur de Mantoue, d'ailleurs, le note tout de suite. Il remarque qu'aussitôt après l'assassinat du duc Galeazzo Maria Sforza, eh bien, le conseil secret s'est retiré pour siéger ensemble. Et comme l'a montré Pierre Savy dans son étude sur ce conseil secret, Galeazzo Maria Sforza avait constitué ce conseil pour, justement, autour du serment, je le cite, de ne pas révéler ce qu'on fait en ce lieu. Je cite Galeazzo Maria Sforza, le 21 août 1469. Donc, nous sommes dans une configuration qui est typiquement machiavélienne, où le principat hérité est plus fragile que le principat nouveau, parce que son prince oublie les règles de la nécessité. C'est d'ailleurs, peu ou prou, la même situation politique qui prévaut à Florence. Laurent de Médicis y imprime également, à ce moment-là, une très nette inflexion autoritaire, un développement de la civilisation de cour qui sert à la fois à masquer et à entretenir la mutazione di Stato, et les mêmes causes produisant les mêmes effets. 16 mois plus tard, le 26 avril 1478, la conjuration des Pazzi mène à la tentative d'assassinat de Laurent, qui rate également dans une église. Elle rate Laurent, mais elle tue son frère Julien. Et comme à Milan, il se réclame de la République romaine et du devoir de tyrannicide. Comme à Milan, les conjurés se réclament d'un pacte politique scellé par un serment collectif, comme l'a montré Riccardo Fubini. Et comme à Milan, ils cherchent d'abord à conserver leur État, à contrarier une mutazione di Stato qui sape les bases de leur puissance florentine. Mais contrairement à Milan, au fond, la réponse répressive du pouvoir ne va pas du tout mettre l'accent sur, justement, l'exemplarité d'une histoire romaine, mais au contraire, un complot international. Et c'est, au fond, après, 2 ans plus tard, on peut comparer la conjuration des Pazzi avec l'assassinat de Galeazzo Maria Sforza, qu'on comprend comment s'est construit toute cette histoire d'histoire exemplaire. Alors, on pourrait d'ailleurs remarquer avec Machiavel que les deux événements sont asymétriques, parce qu'à Milan, pour effectivement, non pas prendre le pouvoir, mais le restaurer, le régénérer, il suffit de tuer le prince, puisque l'État est un uomo mortale, et comme disent les Florentins, les humanistes florentins, c'est la fragilité du système princier. Si on tue le prince, on prend l'État. Ce n'est pas tout à fait le cas à Florence, où la conjuration des Pazzi est une action coordonnée. Elle est également rituelle et spectaculaire et sacrificielle dans l'Église, mais en même temps, les conjurés devaient prendre le palais de la seigneurie, parce qu'il y a encore une distinction entre le corps physique du prince et le corps politique de l'État. Voilà. C'est, d'une façon, c'est le propre du coup d'État, qui est théorisé en 1968 par un spécialiste américain de la subversion politique, Edward Luttwak,
qui disait, je le cite, « Il consiste en l'infiltration d'un rouage petit mais essentiel de la machine administrative de l'État, rouage qui est ensuite utilisé pour empêcher le gouvernement d'exercer le contrôle de l'ensemble. » Donc, au XVe siècle, on ne prend pas la radio-télévision, petit rouage, mais on prend effectivement ce qui fait fonctionner l'État. Et au fond, l'analyse qu'on peut en faire, la lecture rétrospective, eh bien, elle est de révélation, c'est-à-dire qu'on comprend ce qui faisait fonctionner l'État. Le prince seulement à Milan, le prince et la seigneurie à Florence. Mais justement, ce qui est tout à fait fondamental, c'est que dans le sens de l'événement, que toute la littérature, puis l'historiographie, eh bien, tente à nous faire croire écrit d'avance, comme une histoire exemplaire, comme si effectivement ceux qui agissaient en lecteurs zélés et fidèles des histoires romaines exemplaires. En réalité, on comprend mieux que c'est l'après-coup de la construction politique de l'événement qui le constitue comme tel par une sorte de rétroprojection dans cet avant-texte idéologique de l'immédiateté, je dirais, tactique de la politique. Et la correspondance diplomatique est l'observatoire privilégié de cette onde de choc qui suit la conjuration et qui produit l'effet paradoxal d'un renforcement apparent de l'autorité. C'est ce que, d'ailleurs, Machiavel va très bien décrire dans son discours sur la première décade de Tite-Live, lorsque, à son tour, il décrit, il commente la conjuration de Catilina. Le 26 décembre 1476, soit donc le jour même de l'assassinat de son époux, le duc de Milan, Bona di Savoia envoie une lettre au pape Sixte IV pour minimiser l'importance de l'événement. Il ne s'agirait, selon elle, que d'un acte isolé. Ça, c'est intéressant. Il y a eu un attentat. Il y a eu un assassinat politique. Et le sens de cet attentat, de cet assassinat politique, il se décide tout de suite par la manière dont on va le désigner. Et Bona di Savoia, quelques heures après, donc écrit au pape Sixte IV, c'est un acte isolé, mu par une folie littéraire. C'est un des jeunes gens, c'est faux, ils ne sont pas tous jeunes, échauffés par leur lecture, qui ont voulu imiter les anciens. Et à partir de ce moment-là, c'est parti. Cette interprétation à chaud de l'événement s'impose à l'opinion. Le 1er janvier 1477, Orfea da Ricavo écrit de Florence à Sforza Bettini que les assassins du duc de Milan voulaient imiter quelli antichi romani, voulaient imiter les Romains. Et vous voyez, il y a une sorte de course de vitesse dans l'interprétation de l'événement. Le sang n'a pas encore séché que déjà commence la bataille de l'information. Et alors que la veuve de Galeazzo, Maria Sforza, cherche immédiatement à endiguer les conséquences de la conjuration, à nier les relations pourtant très étroites qu'elle entretient, ce n'est pas mon sujet, mais croyez-moi, avec un contexte diplomatique instable, dû notamment à l'indécision d'un État milanais qui est ballotté entre l'alliance napolitaine et la Ligue de Venise. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait eu quand même un complot international. Mais ça, d'une certaine manière, cette possibilité, elle est tuée dans l'œuf, y compris dans notre documentation. La nouvelle de l'assassinat du duc de Milan parvient à Florence au milieu de la nuit.
On a la dépêche, et puis on a les inscriptions manuscrites des différents relais de poste à Ora 24, précise la dépêche, et Laurent de Médicis, aussitôt, à minuit donc, écrit à Bona di Savoia pour l'assurer de la conservazione di questo vostro stato e comune interesse. Donc, immédiatement, ce qui est en jeu, c'est la conservazione di Stato. Le lendemain, 27 décembre, il reçoit une lettre de Ludovico Gonzaga, marquis de Mantoue, qui exprime aussi son inquiétude, sa volonté de faire tout ce qui est possible pour la conservation de cet État, conservazione di questo Stato. L'expression s'impose, entêtante, dans la correspondance. Elle est soutenue, cette correspondance. Les princes s'échangent durant tout le mois de janvier 1477. Je m'appuie ici sur l'édition des lettres de Laurent par Riccardo Fubini. Par exemple, dans la réponse de Laurent de Médicis à Ludovico Gonzaga, datée du 1er janvier 1477, l'expression revient 3 fois. Dans une lettre du même à Sixte IV, 9 janvier, il est encore question de la conservazione di quello Stato. Donc, au fond, cette course de vitesse, elle est gagnée très très vite par Bona di Savoia et qui impose jusqu'à nous cette lecture de la folie littéraire. On remarque d'ailleurs que cette expression conservazione di quello Stato revient inchangée pour exprimer la crainte des princes de voir s'ébranler le socle de leur puissance à la suite de la conjuration des Pazzi, mais si les objectifs sont les mêmes, forger à chaud une interprétation rassurante de l'événement qui s'impose ensuite au discours, puis à l'histoire, puis à l'historiographie, eh bien les moyens sont différents, puisque alors que la duchesse de Milan s'attachait à minimiser la dimension diplomatique de la crise, Laurent de Médicis cherche au contraire, après les Pazzi, à l'extérioriser, comme pour mieux dissimuler ce que la conjuration des Pazzi pouvait révéler de crise profonde de la société politique florentine. Et effectivement, cette course de vitesse, elle passe aussi par l'imprimerie, puisque là, on est 2 ans plus tard, mais ça suffit pour faire marcher cette innovation. Là, l'imprimerie, en 1476, elle n'était pas encore opérationnelle pour ces opérations de propagande. En 1478, oui, et l'arrestation d'un des conjurés des Pazzi qui donne lieu à un interrogatoire, une déposition insérée dans une lettre du chancelier Bartolomeo Scala, imprimée dès le mois d'août 1478, pour mieux imposer à l'opinion publique l'idée que les Médicis ont été victimes d'un complot étranger. C'est le premier exemple d'une utilisation de l'imprimerie pour une histoire immédiate, dans le feu de l'action, qui sort effectivement des presses florentines en même temps que les commentaires sur la conjuration de Catilina de Salluste, selon l'édition et le commentaire de l'humaniste Ange Policien. Et je l'ai dit, Machiavel consacrera lui aussi aux conjurations un long développement de ses discours sur la première décade de Tite-Live, ce 6e chapitre de la 3e partie des Discorsi, qui est le pendant républicain du Prince, qui a très certainement été conçu comme un petit traité autonome et qui est d'ailleurs souvent imprimé, par exemple, à Paris à partir de 1575 comme tel, à la suite de l'histoire de la conjuration de Catilina traduite de Salluste, et parce qu'elle est, je cite Machiavel, une fort bonne instruction tant pour les princes que pour les sujets, où il utilise effectivement à la fois une grande palette d'exemples historiques, mais aussi contemporains, et de là son avertissement politique. Un prince qui veut se garder des conspirations doit donc craindre davantage ceux auxquels il a fait trop de bien que ceux à qui il aurait fait trop d'injures, mais toutes les conjurations sont vouées à l'échec pour Machiavel, elles sont immédiatement dangereuses pour leur auteur
mais elles constituent une forme stérile de lutte politique, parce que celles-ci réussissent difficilement, elles entraînent le plus souvent la chute de leurs initiateurs et la grandeur de ceux qu'elles visent, de sorte qu'un prince, assailli par de telles conjurations, s'il n'est pas tué, comme le duc de Milan, chose qui arrive rarement, acquiert plus de puissance, et de bon qu'il était devient souvent méchant. Elle suscite en lui des craintes, la crainte le désir de se renforcer, celui-ci la nécessité d'exercer des violences, d'où naissent ensuite des haines, et souvent sa chute. Ainsi, ces conjurations perdent-elles aussitôt leurs initiateurs, puis nuisent, avec le temps, à ceux qui en sont l'objet. Il y aurait deux manières de conclure. La première serait trop longue et vous la proposerai la semaine prochaine. C'est effectivement de saisir comment ce contexte, le contexte effectivement du dernier tiers du Quattrocento, eh bien, met à l'épreuve la question de la consistance princière des États. La seconde, plus brève, et que je vais maintenant exprimer, elle est plus générale aussi. Elle consiste à rappeler que si l'histoire exemplaire existe, eh bien, elle n'est jamais que la rétroprojection dans le passé d'une technique au présent de construction dans l'immédiat de l'action politique, du sens des événements. Et qu'elle met donc en danger, elle met à l'épreuve ce que j'ai appelé la modernité. J'ai commencé comme ça, je terminerai juste comme ça, si vous me laissez une minute. En m'appuyant sur un livre qui est intitulé « Fiction de l'anarchisme » de Yuri Eisenzweig, qui a interrogé la fascination qu'a exercée la violence terroriste anarchiste sur les avant-gardes littéraires, d'Octave Mirbeau à Marcel Schwab. Évidemment, on ne doit pas en exagérer la consistance idéologique. La plupart des militants anarchistes condamnaient les attentats dans lesquels ils dénonçaient des manipulations de la police. Mais au fond, c'est ce que interroge Uri Eisenzweig, c'est cette étrange contemporanéité entre, disons, la propagande par le fait, comme ça qu'on appelait l'attentat anarchiste, et la crise du réalisme, cette perte de confiance dans la capacité référentielle du langage dont le symbolisme tire toutes les conséquences poétiques. Au fond, l'idée que Sartre n'avait pas tort de décrire une solidarité essentielle entre Mallarmé et les poseurs de bombes, et que la répression, au fond, ne pensait pas autrement, puisque le procès de Turin, en 1894, est le premier à tenter de démontrer la culpabilité générique et collective de nombreux écrivains ou artistes en créant le concept juridique d'apologie du terrorisme pour criminaliser collectivement ce que les juges appelaient l'entente entre écrivains et terroristes. Le procès de 1894 reconnaissait au fond la parole, la puissance des mots, la force des scénarisatrices des narrations, et c'est cela effectivement qui boucle cette histoire de la modernité depuis effectivement ce que j'ai appelé la croyance humaniste, c'est-à-dire la certitude que les livres peuvent renverser le monde. Donc je dirais volontiers que c'est peut-être avec l'éloge de Ravachol que commencerait donc la crise de la modernité, cette épreuve d'illisibilité, puisque au fond, si l'attentat attente à quelque chose, c'est qu'il nous sépare de notre capacité de récit, qu'il nous livre sans défense à une machine narrative dont personne ne maîtrise les emballements, une machine sans machiniste, c'est entendu,
mais une machine qui semble scénariser à l'avance les conduites de ceux qui y meurent. Et cela, c'est ce rapport, au fond, entre l'exemple, le sous-texte de l'idéologie et la brusquerie de l'événement. C'est de cela dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Bonne journée.